c'est un plaisir pour moi d'être ici parce que c'est à la fois un défi important après nos conférenciers principaux qui ont quand même une vaste expérience dans le domaine international. Là, on fait appel à quelqu'un qui est plus à l'interne ici. Donc, je suis à l'Université Laval. Je m'intéresse, comme Liliana vous l'a dit, de façon plus spéciale à l'agroforesterie, c'est-à-dire à tous les systèmes de culture où on associe des arbres aux cultures. Donc, on pourrait dire en gros aux approches agroécologiques. Donc, mais des événements comme aujourd'hui sont des événements intéressants peut-être pour nous sortir un peu de nos zones de confort. Donc, c'est ce qu'on fait ici. Je ne suis pas un spécialiste de toutes les questions dont je vais vous parler aujourd'hui, mais je m'intéresse quand même donc aux questions de sécurité alimentaire, de développement rural en général. Et c'est à ce titre-là qu'avec Jeanne Lamourey, on a essayé de décortiquer un peu ce que pouvait vouloir dire le deuxième objectif, qui traite donc spécifiquement de la faim, de la sécurité alimentaire, de la nutrition et de l'agriculture durable. Déjà, comme nos conférenciers ont pu le dire auparavant, on voit qu'il y a quand même une évolution importante par rapport aux objectifs millénaires de développement, où on parlait, par exemple, tout simplement de couper la faim de moitié. Là, on voit les choses de façon un peu plus vaste. On ne parle pas seulement de faim, comme vous pouvez le voir dans le titre, mais de sécurité alimentaire, de nutrition et d'agriculture durable. Dernière précision avant de commencer, donc je veux simplement spécifier que cet exposé a été préparé avec Jeanne, qui a fait en fait le plus gros du travail. Donc, tout ce qui est bien dans l'exposé, c'est grâce à Jeanne. Puis, toutes les ratés, ce sera par ma faute. Donc, vous êtes déjà avertis. Donc, dans le cadre de la présentation, on va se préoccuper donc d'un seul objectif. D'abord, on va essayer de voir dans quelle mesure cet objectif-là serait peut-être un pilier des ODD. En tout cas, d'essayer de voir son importance parmi les autres objectifs. On va ensuite s'attarder aux 2 premières cibles. Donc, il y a 5 cibles qui sont associées à cet ODD. On va s'attarder aux 2 premières cibles qui traitent de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Puis après, on va s'attarder aux 3 autres qui concernent plus directement les systèmes alimentaires durables. On va ensuite voir quels sont les 3 moyens qui sont proposés pour atteindre ces cibles. Puis, faire une petite discussion là, autour de certains éléments particuliers liés à l'objectif. Donc, ce ne sera pas une critique exhaustive qu'on va faire, mais on va essayer de souligner 1 ou 2 éléments liés à cet objectif. Donc, cet objectif se lit comme suit. On parle d'éliminer la faim, d'assurer la sécurité alimentaire, d'améliorer la nutrition et de promouvoir l'agriculture durable. Je pense qu'il est assez clair quand on voit le libellé de tout ça qu'on a quand même réussi à prendre acte de 2 constats principaux. Je dirais le fait qu'on n'est toujours pas arrivé à juguler la faim. Donc, il y a toujours beaucoup de gens sur la planète qui souffrent de la faim. Et on s'est indigné à Wall Street. Je pense qu'il y a une autre occasion d'indignation ici, peut-être pour certains d'entre vous. Donc, il y a toujours beaucoup de gens, on verra certaines statistiques tout à l'heure, qui souffrent de la faim. Mais au-delà de ces personnes qui souffrent de façon chronique de la faim, il y a aussi d'autres personnes qui souffrent de toutes sortes de carences, de toutes sortes de problèmes au plan nutritif et qu'on n'est pas parvenu, même avec les OMD, qu'on n'est pas parvenu à régler tout à fait. Je pense qu'il y a d'intéressant aussi par rapport aux OMD, c'est qu'on se rend compte que nos systèmes de production aussi, de production alimentaire en particulier, ont causé toutes sortes de problèmes. Les économistes nous parleraient d'externalités négatives, mais en tout cas, on se rend compte qu'ils pèsent lourd sur les équilibres de la planète. Donc, que les écosystèmes, entre autres, sont menacés, d'une part. Puis d'autre part, on se rend compte aussi, puis ça a été souligné abondamment un peu plus tôt ce matin, qu'il y a des inégalités sociales aussi très, très importantes qui sont présentes. Donc, ce n'est pas seulement une question de problèmes de moyenne, comme on le disait, mais il y a des gens qui souffrent plus particulièrement que d'autres. Donc, premier élément, donc, est-ce que l'objectif D est un pilier des ODD? On pourrait se dire que c'est le premier objectif qui est d'éliminer la pauvreté. N'empêche que le fait que la question de la faim soit déjà en 2e position, ça montre peut-être l'importance de la place qui lui est accordée.
Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que cet objectif-là est lié, je pense, à plusieurs autres objectifs des ODD de façon assez précise. Par exemple, à celui qui concerne la pauvreté. Pourquoi? Parce qu'on sait que, contrairement à ce qu'on pense souvent, la pauvreté, elle n'est pas uniquement concentrée en milieu urbain. En fait, certains estiment qu'environ 80 des plus pauvres vivent en milieu rural et non pas en milieu urbain. Et quand on a considéré les problèmes de la faim, d'ailleurs, c'est assez troublant. Beaucoup des gens qui souffrent de la faim sont des paysans et des paysannes. Deuxième lien, et bon, je ne ferai pas les liens avec tous les objectifs, évidemment, je pourrais en faire un peu plus, mais je pense qu'il y a un lien important à faire, évidemment, avec la santé. On sait que la malnutrition est la principale cause de maladies dans le monde. C'est un élément qui est très important. Les enfants en particulier, qui sont une des cibles importantes de cet objectif 3, bien, sont les premières victimes de la malnutrition. Certains estiment que 45 des décès des jeunes enfants sont causés par la malnutrition. Donc, c'est un élément qui est extrêmement important. Des liens aussi entre l'objectif 2 et la question d'égalité des sexes. Vous savez que les agricultrices donc, produisent, grosso modo, un petit peu moins de la moitié de la production agricole, de l'alimentation mondiale. Mais on sait que leur rôle est souvent plus important que ce que les statistiques peuvent dire. Elles produisent souvent moins que les agriculteurs parce qu'elles ont moins de moyens à leur disposition. Et donc, elles ont un important rôle à jouer, mais elles n'ont souvent pas le même accès aux ressources que les hommes, ce qui diminue de beaucoup leur contribution. Et ça, c'est d'autant plus dommage qu'on sait pertinemment, et statistiques à l'appui, que les femmes, quand elles ont le contrôle des dépenses de l'alimentation, de la nutrition, de ces types de dépenses, vont dépenser plus que les hommes pour l'alimentation et la nutrition de leur famille. Alors que, bon, les hommes, en général, vont peut-être consacrer une partie plus importante du budget à d'autres éléments que des éléments liés à l'alimentation. On peut faire des liens aussi donc avec des questions de consommation responsable, par exemple. On évalue qu'environ un tiers de la production alimentaire est perdue ou gaspillée, ce qui n'est pas rien. Quand on vous dit qu'il faut produire plus, je pense qu'on peut aussi se dire qu'on pourrait gaspiller moins. Dans l'objectif 12, d'ailleurs, il y a des préoccupations aussi sur des éléments comme la présence de produits chimiques, l'utilisation de produits chimiques. En agriculture, évidemment, c'est un élément qui est préoccupant, l'utilisation des pesticides de toutes sortes, qui vont se retrouver aussi soit dans les aliments, mais aussi dans l'environnement de façon générale. Puis, un dernier objectif avec lequel je voudrais faire le lien, c'est celui qui concerne la préservation et la restauration des écosystèmes terrestres, simplement en soulignant qu'un tiers des terres agricoles sont dégradées. Bon, ça, c'est un chiffre, hein, mais qui masque beaucoup de choses, c'est-à-dire que beaucoup de sols sont soumis à l'érosion. Beaucoup de sols ont une fertilité beaucoup moindre que celle qu'ils avaient il y a 10, 20 ou 30 ans. Les écosystèmes aussi, les agroécosystèmes, donc les écosystèmes en milieu agricole sont appauvris, etc. Donc, il y a aussi toutes sortes de questions liées à la désertification ou à la déforestation qui ne sont pas du tout indépendantes de la production agricole. La production agricole peut être responsable, par exemple, d'une bonne partie de la déforestation, comme elle pourrait éventuellement, si elle était faite autrement, contribuer à trouver des solutions à ces problèmes de déforestation ou de désertification. Donc, tout ça pour dire que l'objectif 2, il est important non seulement parce qu'il est en deuxième place, mais il est lié aussi à beaucoup d'autres aspects, et notamment à quelques-uns des autres ODD. Maintenant, on va aborder les 5 cibles, une à une, et d'abord s'attarder aux 2 premières qui concernent la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Donc, la première cible se lit comme suit. Donc, d'ici à 2030, c'est l'échelle de temps qu'on s'est donnée dans les ODD, éliminer la faim.
Donc, j'attire toujours votre attention, tout de suite votre attention là-dessus. Dans les OMD, on parlait de diminuer de moitié la famine. Donc, ici, on parle d'éliminer la faim et de faire en sorte que chacun, en particulier les pauvres et les personnes en situation vulnérable, y compris les nourrissons. Et donc, là encore, je m'arrête un petit peu en disant qu'on a une insistance sur certaines franges de la population. On parle des pauvres, des personnes en situation vulnérable. Donc, là aussi, de façon concomitante à ce que nos précédents conférenciers ont dit, je pense qu'on peut voir qu'on met un accent particulier sur les questions d'équité ou d'accès de tous à certains besoins et non pas simplement à une moyenne, disons. Donc, on dit donc que chacun ait accès tout au long de l'année à une alimentation saine, nutritive et suffisante. Et là aussi, j'attire votre attention sur cet aspect-là. Tout au long de l'année, à une alimentation saine, nutritive et suffisante. Je vais y revenir tout à l'heure, mais la portée de tout ça est très différente de celle de simplement dire qu'on s'attaque à ceux qui ont faim. On précise beaucoup les choses par rapport à ce qui était dit dans les OMD. Maintenant, comment a évolué la situation au cours des dernières années? Est-ce que la situation, par exemple, de la faim qu'on mentionne ici, est-ce que ça a évolué positivement selon vous? Est-ce que ça s'est dégradé? Comment les choses ont évolué au cours des dernières 15 années, par exemple? Vous n'en avez aucune idée? On en a parlé quand même à la conférence d'ouverture hier. Ça s'est dégradé un peu? Ça dépend de la région, je pense. Ça dépend des régions. Effectivement, on se rend compte que ça dépend des régions et que, il y a des zones où on a atteint les objectifs, les OMD du millénaire, qui étaient de réduire de moitié les problèmes de la proportion de la population souffrant de faim. Et c'est ce qu'on vous présente ici. Donc, c'est un schéma où on voit la mesure des progrès réalisés par les pays. Et il y en a certains c'est ceux qui sont en vert, qui ont atteint les objectifs, donc où on aurait vu une réduction de la proportion de la population souffrant la faim, et une réduction de moitié. Mais il y en a d'autres, puis ça c'est un peu ce que vous disiez aussi, d'autres situations où les progrès ont été beaucoup plus lents, et même dans certains cas où il n'y a pas eu de progrès ou même une détérioration. Et ce sont les pays en rouge, entre autres, où on a assisté soit à une absence de progrès, soit à une détérioration. Et ce qui est particulier, ce qui est inquiétant peut-être, c'est que beaucoup de ces pays, ce sont des pays dits en développement, des pays du Sud et des pays africains en particulier. Donc, maintenant, ça, c'était ce qui s'est passé jusqu'à 2015. Ça se traduit comment en nombre de personnes souffrant de la faim? En fait, selon les dernières statistiques de la FAO de 2015, ça se traduit ainsi, donc 161 millions de personnes en Asie de l'Est qui souffrent de la faim, 276 millions en Asie du Sud, 214 en Afrique subsaharienne et 37 millions en Amérique latine et les Caraïbes. Plus en bas, 117 millions dans d'autres régions. Je souligne ici que ce qu'on considère ici, c'est la sous-alimentation qu'on pourrait qualifier de chronique, c'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir se procurer une nourriture suffisante pour mener une vie saine. Mais si on ajoutait à ça toutes les carences alimentaires, les situations où des gens, à certaines périodes de l'année, par exemple, ont faim, là, on atteindrait des chiffres beaucoup plus élevés. On va pouvoir y revenir tout à l'heure. Mais reste que, donc, tout ça, ça veut dire qu'il y a 805 millions de personnes qui sont sous-alimentées, ce qui est un progrès notable par rapport à ce qu'on retrouvait auparavant, où on évaluait la population à environ 1 milliard. La population globale de la planète a augmenté depuis, donc on a un pourcentage quand même moindre de gens qui souffriraient de la faim actuellement. Maintenant, je vous soulignais tout à l'heure que dans les OMD, on parlait de diminuer de moitié la faim. Dans ce cas-ci, on a un objectif qui est beaucoup plus ambitieux. Donc, on parle d'éradiquer
complètement la faim. Bon, je ne reviendrai pas sur les détails, on en a parlé hier soir sur la capacité ou non de pouvoir atteindre cet objectif, mais reste qu'on est effectivement beaucoup plus ambitieux. Mais on est aussi plus spécifique et en fait, dans la façon dont on a formulé l'objectif, bien, on rend compte en fait de l'évolution à travers les années du concept de sécurité alimentaire. Et en faisant référence, entre autres, à une sécurité alimentaire nutritionnelle aussi. Et ce qui est intéressant, donc, on fait appel à une nature qui est plus multidimensionnelle, de ce concept. Donc, c'est quoi le concept de sécurité alimentaire? Est-ce qu'on réfère seulement à la disponibilité de la nourriture? Si j'étais en 1974, après le premier sommet de l'alimentation, c'est ce que je dirais. Donc, on parlait essentiellement à ce moment-là de disponibilité de la nourriture. Et régler le problème, ça voulait dire produire davantage de nourriture. Et c'est comme ça qu'on allait régler le problème de la faim. Sauf que par la suite, on s'est rendu compte que c'était peut-être un peu simpliste comme point de vue et qu'il n'y avait pas seulement la production qui était importante pour la sécurité alimentaire. Et lors du deuxième sommet de l'alimentation qui s'est tenu en 1996, on a d'ailleurs adopté une nouvelle définition de la sécurité alimentaire qui fait état de cette nature multidimensionnelle. Mais même si c'était là en 1996, ça n'a pas été vraiment pris en compte en 2000 avec les OMD. Donc, quand on parle de sécurité alimentaire, en plus de la disponibilité, on parle de quoi, selon vous? L'accès également. Est-ce qu'il y a d'autres éléments? Oui, donc la qualité nutritionnelle, entre autres. Puis, un troisième élément serait la disponibilité. Et donc, la disponibilité tout au long de l'année. Donc, oui, la disponibilité est importante et dans le libellé de l'objectif, c'est présent. On parle d'accès à une alimentation suffisante, et donc on parle d'accès également, donc ce qui est quand même un nouvel élément. Donc, l'accès, ça veut dire quoi? Ça peut être lié au pouvoir d'achat, par exemple. Ça peut être lié au niveau de prix, à la stabilité des marchés, etc. On parle aussi à la question, donc, nutritive. Hein? On dit une alimentation saine et nutritive. Et ça, c'est important parce que ça détermine un peu l'état nutritionnel. Et donc, il y a la qualité des aliments là-dedans. Il y a aussi l'innocuité alimentaire qui est importante, donc il y a des liens avec la santé. Et puis, bien, on parle de la stabilité aussi de cet approvisionnement, donc tout au long de l'année. Et on sait que c'est particulièrement important en Afrique sahélienne, par exemple, où j'ai beaucoup travaillé. Bien, on sait qu'il y a des périodes importantes que les gens vont appeler les périodes de soudure. Donc, cette période juste avant les récoltes, où les greniers sont souvent soit vides ou presque vides. Donc, il y a des périodes qui sont souvent plus difficiles avant la récolte de la prochaine année. Et donc, il y a beaucoup de gens qui vont souffrir particulièrement dans ces périodes de soudure, donc avant l'arrivée des nouvelles récoltes. Et c'est important, si on veut parler de sécurité alimentaire, de comprendre aussi ces phénomènes-là. Donc, il y a vraiment quelque chose d'intéressant ici, quelque chose de plus ambitieux qu'avant, mais aussi avec une perspective multidimensionnelle qui est plus prononcée. Voyons maintenant la deuxième cible. Bon, de quoi on parle ici? En fait, alors que la première cible s'attaquait surtout au problème de la faim ou de la sous-nutrition, même si, on vient de le souligner, il y a des aspects qualitatifs qui étaient avancés. Là, ici, on s'attarde vraiment beaucoup à ces aspects que je nommerais qualitatifs, de façon vraiment plus claire. Et on dit donc qu'on veut mettre fin à toutes les formes de malnutrition, y compris en réalisant, d'ici à 2025, donc je n'ai pas trop compris encore pourquoi on veut réaliser ces choses-là 5 ans avant le reste, mais en tout cas, les objectifs arrêtés à l'échelle internationale, ça aussi, je ne suis pas arrivé à comprendre, je ne suis pas un spécialiste de ces questions, donc je ne sais pas trop quels sont ces objectifs relatifs arrêtés à l'échelle internationale, je m'en excuse. Donc, ils sont relatifs au retard de croissance et à l'émaciation, donc parmi les enfants de moins de 5 ans, et répondent aux besoins nutritionnels des adolescentes, des femmes enceintes ou allaitantes et des personnes âgées. Donc là, ici, on s'adresse à certaines personnes parmi les plus vulnérables, mais et on parle de malnutrition. Parce que, bon, s'il y a 800 millions de personnes, grosso modo, qui sont vues comme étant souffrant de la faim, on estime qu'il y a à peu près
tenez-vous bien, 3,5 milliards de personnes qui souffrent de malnutrition. 3,5 milliards de personnes sur la planète, ça commence à faire beaucoup de gens. Et comme je vous le disais tout à l'heure aussi, la malnutrition est responsable de près de la moitié des décès des enfants de moins de 5 ans. Donc, quand un enfant de moins de 5 ans meurt, on a à peu près une chance sur deux, si on veut prendre un pari, on a une chance sur deux de réussir si on dit que c'est en raison de malnutrition. Donc, c'est loin d'être banal. Pourquoi maintenant parler de malnutrition puis de le distinguer du reste? J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais en plus de ces 800 millions de personnes dont on parlait, c'est qu'on se rend compte que il y a à peu près 2 milliards de personnes qui souffrent de ce qu'on appelle parfois de faim cachée, c'est-à-dire qu'ils ont des carences en certains éléments, des carences en micronutriments, par exemple. Puis, comme M. Jacquemot l'a dit hier, ces carences peuvent avoir des impacts importants sur la croissance des enfants, par exemple, y compris le développement physique, le développement intellectuel, etc. Donc, c'est pas quelque chose, là, c'est pas juste de dire, j'ai pas suffisamment de nutriments pour être super en forme, mais des fois, ça peut entraîner des manques qui sont graves. Et on parle aussi maintenant d'obésité, qui touche près de 500 millions d'adultes. Et ce qui est particulier aussi, c'est qu'on se rend compte de plus en plus qu'il y a des personnes qui souffrent de ce qu'on appelle maintenant le double fardeau de la malnutrition, c'est-à-dire des gens qui souffrent à la fois de carences en micronutriments et qui sont obèses. Donc, des gens obèses cachent souvent des gens qui sont mal nourris. Ça, on en parle souvent. On peut y penser au plan énergétique, mais ça peut aussi cacher des gens qui sont mal nourris au plan des micronutriments, des vitamines, etc. Et ça, c'est de plus en plus mis en évidence. Cette malnutrition peut avoir, je le disais tout à l'heure, plusieurs conséquences. Donc, il y a des risques accrus de décès, de maladies non transmissibles aussi liées à l'alimentation. Des gens qui souffrent de carences nutritionnelles sont plus sensibles aussi, sont plus sensibles à diverses maladies. Et parfois, ça peut entraîner des pathologies qui sont plus graves et qui sont même chroniques. Donc, alors que les OMD tenaient compte finalement seulement de l'apport calorique, ils disaient, on a besoin de tant de calories par jour pour vivre et on rencontre un déficit chez une certaine proportion des gens. Donc, il faut essayer de régler ce déficit en produisant plus. La cible 2 des ODD, elle, reflète vraiment une mobilisation croissante dans le secteur de la nutrition autour du concept de sécurité alimentaire et nutritionnelle, donc sans évacuer les aspects nutritionnels. Donc, ce qui, à mon avis, est quand même un progrès qui est extrêmement important dans la prise de conscience à l'échelle internationale de ce type de problème. Donc, si on résume les deux premières cibles, certains éléments que je veux rappeler sans vous dire toujours la même chose. Donc, d'abord, peut-être un élément important, c'est que les cibles 1 et 2 mettent l'accent sur les personnes les plus pauvres et les plus vulnérables, ce qui m'apparaît quand même intéressant d'être souligné, et qu'elles s'adressent aussi, puis ça on l'a dit aussi, les conférenciers précédents l'ont dit, que ça s'adresse autant aux pays développés qu'aux pays en développement. Avant, on s'adressait aux pays en développement, puis là, on se rend compte que des personnes souffrant de la faim, et en particulier de malnutrition, on en trouve aussi dans les pays les plus développés selon les échelles qu'on utilise. Et je peux nommer évidemment le Canada en exemple. Savez-vous combien de personnes font face à l'insécurité alimentaire au Canada? Combien, un chiffre? 15 dit. C'est ça, les évaluations sont... Pardon? Bon, vous êtes à peu près... Là, les estimations sont qu'il y a environ 4 milliards de personnes qui sont confrontées d'une façon ou d'une autre... 4 millions. Ça ferait beaucoup de pourcents, ouais. 4 millions de personnes au Canada qui font face à l'insécurité alimentaire. Et je pense que c'est intéressant aussi de mentionner certains éléments du rapport sur la mission au Canada du rapporteur spécial des Nations unies sur le droit à l'alimentation, un rapport qui n'avait vraiment pas fait plaisir au gouvernement qui vient d'être chassé, mais
Donc, il disait notamment que certains segments de la population sont particulièrement exposés à l'insécurité alimentaire. Il mentionnait, entre autres, les ménages à faible revenu, ceux qui sont tributaires de l'aide sociale comme principale source de revenus. Il parlait aussi des ménages qui ne sont pas propriétaires de leur logement. Il parlait de ceux qui sont dirigés par une femme seule. Il parlait aussi des populations autochtones, dont on ne parle pas beaucoup dans les ODD, on l'a déjà dit, puis des ménages qui étaient composés de nouveaux immigrants. Donc, le rapporteur spécial a vraiment identifié, parmi d'autres, ces types de ménages comme faisant particulièrement face à l'insécurité alimentaire. Donc, voilà en gros pour le panorama pour les questions alimentaires et nutritionnelles. Maintenant, les trois autres cibles, elles, parlent plus de systèmes agricoles, et alimentaires. On parle spécifiquement de systèmes durables. Et ça, c'est une nouveauté par rapport aux OMD qui n'accordaient pas vraiment d'importance à la question agricole. Et là, on la lie aussi à la question alimentaire, ce qui est quand même intéressant. Donc, parmi les trois cibles, il y en a une, la cible 3, qui met plutôt l'aspect sur des aspects socio-économiques. Et les cibles 4 et 5 portent plutôt sur des aspects que je dirais écologiques ou environnementaux. On pourra le voir tout à l'heure. Donc, donc, quelle est la cible maintenant? Donc, on dit que d'ici à 2030, l'objectif est de doubler la productivité agricole et les revenus. Je souligne tout de suite, donc on parle de doubler la productivité, mais on ne parle pas de production, mais dans d'autres cibles, c'est un peu ambigu parce qu'on parle à la fois de productivité et production. Mais en tout cas, on parle de doubler cette productivité agricole et les revenus, mais pas nécessairement de n'importe qui. On dit des petits producteurs alimentaires, en particulier les femmes, les autochtones, les exploitants familiaux, les éleveurs et les pêcheurs, y compris en assurant l'égalité d'accès aux terres, aux autres ressources productives et intrants, aux savoirs, aux services financiers, aux marchés et aux possibilités d'ajout de valeur et d'emploi autres qu'agricoles. Donc, il y a différents éléments là-dedans. On parle de productivité agricole et de revenus. On s'attarde particulièrement aux petits producteurs alimentaires. Et ça, à mon avis, c'est quelque chose de vraiment très intéressant. Parce que, disons que le paradigme dominant, c'est souvent de dire, bien, ce qu'il faut faire, c'est augmenter la productivité de nos grandes entreprises. C'est-à-dire que si on est capable de produire 10 tonnes de grains à l'hectare sur une terre, bien, mettons plus d'engrais, plus de pesticides pour arriver à 10 tonnes et demie. Puis c'est comme ça, ou peut-être à 11 tonnes avec des variétés améliorées génétiquement, avec des OGM, par exemple. Donc, arrivons à 11 plutôt qu'à 10 tonnes, et c'est comme ça qu'on va régler les problèmes d'alimentation sur la planète. Moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait d'abord appuyer les plus petits producteurs, ceux qui produisent peut-être 1 tonne au lieu de 10, 1 tonne à l'hectare, ou 800 kilos à l'hectare, en pensant que s'ils passent de 1 tonne à 1 tonne et demie, ou, soyons rêveurs, à 2 tonnes, bien, ça fera une très grande différence chez une quantité très importante de gens, parce que les petits producteurs agricoles, bien, c'est la grande majorité des producteurs agricoles. Et ce qui est intéressant dans ces ODD, c'est qu'on met effectivement le focus sur les petits producteurs alimentaires. On parle en particulier des femmes. On mentionne aussi les Autochtones. Donc, ça a été souligné depuis le début de l'école de l'Université d'Automne qu'on parlait très peu des Autochtones. Bon, bien, ici, on en parle quand même un petit peu, même si c'est un mot au travers de plusieurs catégories, disons. Et on parle aussi plus loin de l'accès à un certain nombre de ressources ou de savoirs, etc. On va y revenir tout à l'heure. Donc, premier élément sur lequel je veux attirer votre attention, la question de doubler la productivité agricole. Bon, on peut se poser des questions. Est-ce qu'on peut véritablement doubler, bon, si on pense à la production, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, hein, on ne sait pas si, quand on parle de productivité, c'est productivité à l'hectare, donc, ou productivité par rapport au travail qu'on a mis ou par rapport aux intrants, on n'est pas clair là-dessus. Beaucoup de gens comprendront doubler la production, mais est-ce qu'on peut doubler durablement la production? Bon, ça, c'est une question à laquelle peut-être la plupart des gens, des agronomes ou diront non, c'est pas possible.
Par contre, si on met le focus sur les petits producteurs, là, il y a peut-être quelque chose à faire. Mais si on le voyait dans son ensemble, bon, il y a même des gens qui disent que dans l'état actuel, on pourrait nourrir sans problème 12 milliards d'êtres humains. Bon, c'est des propos qui, des fois, prêtent à controverse, mais je veux simplement souligner par là qu'on a des choix à faire, à savoir qui on appuie dans la production pour pouvoir régler les problèmes qu'on rencontre actuellement. Donc, l'autre élément qui m'apparaît vraiment très intéressant ici, c'est qu'on parle de soutenir la petite agriculture et ses acteurs clés, donc qui sont les femmes, entre autres. Et donc, ça, c'est intéressant parce que quand on parle des petits agriculteurs, hein, les plus petites exploitations agricoles, c'est-à-dire quand on parle des 90 les plus petites, ça veut dire à peu près 500 millions d'exploitations sur la planète, fournissent jusqu'à 80 de la nourriture qui est consommée dans les pays en développement. Donc, c'est un élément qui est extrêmement important. Ceux qui nourrissent les gens des pays en développement, ce n'est pas nécessairement les gros consortiums ou les oligopoles auxquels on fait toujours référence ici, mais c'est très, très souvent et en majorité des tout petits producteurs. Et c'est les plus petites exploitations qui nourrissent le plus les gens. Et d'autre part, bien, je reviens sur la question des femmes parce qu'elle est extrêmement importante en agriculture. Elle constitue presque la moitié de la force de travail agricole dans les pays en développement. Dans certains pays même, elle constitue l'essentiel de la force de travail. Mais en même temps, elles ont très peu accès à différentes ressources, et notamment à la terre. Ça aussi, on en a parlé précédemment. Dans plusieurs pays, les femmes n'ont pas le droit de posséder la terre. Et bon, moi, je travaille en agroforesterie, donc sur l'arbre en milieu rural, puis on est confronté au même problème. L'arbre est souvent un marqueur foncier. Donc, planter un arbre, c'est un geste qui dit « cette terre m'appartient ». N'ont droit de planter des arbres que ceux qui possèdent la terre. Ce qui veut dire que très souvent, au Sahel, par exemple, la femme n'a pas le droit de planter un arbre. Donc, on peut faire des projets comme on veut de plantation d'arbres en se disant on va inclure les femmes, mais si la femme n'a pas le droit, dans le droit existant, le droit traditionnel existant, de planter des arbres, on arrivera à rien. Donc, ces femmes ont un rôle pourtant très important dans la production alimentaire, mais elles ont moins de terre, elles ont un plus faible accès aux ressources de tout ordre. Notamment aussi parce que souvent, elles n'ont pas les moyens monétaires, par exemple, d'avoir accès à des engrais, etc. Donc, je pense que soutenir les petites exploitations et soutenir les femmes en particulier, c'est un élément très important si on veut régler les problèmes de la faim sur la planète. On parle, donc, pour le faire, on parle de l'importance de l'accès à la terre et aux ressources productives. Donc, je ne reviens pas sur les questions d'égalité d'accès aux terres, qui touchent d'ailleurs pas seulement les femmes. Hein. Beaucoup de paysans n'ont pas de droit de propriété sur leurs terres. Donc, les systèmes de métayage sont très répandus, ou beaucoup sont simplement des ouvriers agricoles sur des terres qui sont possédées par d'autres. Et vous comprendrez qu'on ne gère pas de la même façon une terre si elle ne nous appartient pas que si elle nous appartient. Donc, par exemple, quand on parle de durabilité, essayez de convaincre un agriculteur, par exemple, d'adopter de planter des arbres. Par exemple, je vais prendre les domaines que je connais le mieux, de planter des arbres sur une terre qui ne lui appartient pas. Bon, souvent, il n'aura pas la permission parce que le propriétaire va voir ça comme un geste d'appropriation. Mais en plus, même s'il voulait le faire, planter un arbre, l'arbre, il va produire dans beaucoup d'années. Il va produire plus tard. Comment voulez-vous convaincre quelqu'un qui ne sait même pas s'il pourra travailler cette terre-là dans 10 ans, donc de planter un arbre qui donnera des fruits dans 10, 15, 20 ou 30 ans? C'est des problèmes qui sont majeurs. Donc, cette question d'accès aux terres est importante, mais aussi aux autres ressources productives, aux intrants. Dans l'agriculture québécoise, par exemple, on utilise beaucoup d'engrais azotés. L'azote est très importante pour la production des plantes. Donc, on fait une production chimique d'engrais azotés. Mais pour un paysan du Burkina Faso, par exemple, l'engrais azoté, c'est hors de prix. On ne peut pas y penser. Ce qui sera peut-être à la source de son succès par la suite, parce que de façon intéressante, bien, parce que c'est hors de prix, il faudra que les paysans auront développé souvent d'autres façons de faire, donc des pratiques plus agroécologiques
avec de meilleurs amendements organiques, puis qui auront un effet finalement bien meilleur que celui de l'engrais azoté. Mais il reste que l'accès aux ressources productives, aux intrants, est difficile souvent pour les petits exploitants. Puis aussi au savoir. On a réduit beaucoup, avec tous les ajustements structurels qu'il a fallu faire dans les différents pays, on a réduit beaucoup les services de vulgarisation agricole, par exemple. Ce qui veut dire qu'un agriculteur doit faire un métier de plus en plus complexe, mais avec de moins en moins d'aide pour pouvoir le faire. Souvent, il n'a pas accès aux services financiers. Personne ne veut lui prêter de l'argent pour investir dans sa production. Puis, il n'a pas toujours accès au marché non plus. Des fois parce qu'il n'y a pas l'infrastructure rurale, il n'y a pas les routes, il n'a pas le camion pour transporter ses produits vers le marché de la ville. Donc, il est complètement dépendant de celui qui possède le camion et qui vient dans les villages pour chercher les produits. Bon, il y a toutes sortes de choses comme ça. Donc, sans nécessairement donner tous les moyens de régler ces problèmes-là, disons que dans les ODD, au moins, on les reconnaît, on reconnaît leur existence, puis une existence qui est quand même, pour moi, vraiment fondamentale. Cible 4, on parle spécifiquement de durabilité et de résilience. Et là aussi, je pense que ça reflète vraiment des changements, une prise de conscience de plus en plus importante à l'échelle de la planète des problèmes que l'on vit. Donc, on est dans une université d'automne sur le développement durable. Donc, je n'ai pas besoin de parler beaucoup pour vous convaincre de l'importance de la durabilité. Mais là, puis c'est des objectifs de développement durable, donc c'est normal que ça s'y retrouve. Mais concernant les systèmes de production, c'est peut-être un peu plus, je dirais, quelque chose qui sort du paradigme dominant, puis c'est peut-être un peu plus révolutionnaire, disons, entre guillemets. Ici, on parle donc d'assurer la viabilité des systèmes de production alimentaire et de mettre en œuvre des pratiques agricoles résilientes, ce qui en soi est déjà un bon défi, mais un bon progrès aussi. Donc, des pratiques qui permettent d'accroître la productivité et la production. Ici, on mentionne les deux, mais qui contribuent aussi à la préservation des écosystèmes, qui renforcent les capacités d'adaptation au changement climatique. Donc là, vous avez vu, on reconnaît ces changements climatiques-là. Là. Donc, les Nations unies, dans cette adoption de textes-là, ils ne sont pas climato-sceptiques. On reconnaît ces changements climatiques et certaines de leurs manifestations, comme les phénomènes météorologiques extrêmes, la sécheresse, les inondations et d'autres catastrophes. Puis on parle aussi d'améliorer progressivement la qualité des terres et des sols. Ce qui est extrêmement important, c'est la base de la production. Sans terre, sans sol, on ne peut pas produire de végétaux. Et donc, il n'y a pas d'animal qui vit. Il n'y a pas d'être humain non plus sur la planète. Donc, c'est extrêmement important de préserver nos sols alors qu'on a des pressions de plus en plus importantes sur ces sols. Pour faire des routes, pour des mines, pour des stationnements ici à l'Université Laval, etc., on a besoin de sol. Mais une fois qu'on a asphalté un sol ou qu'on a mis un centre commercial, bien, vous comprendrez que sa capacité de produire des aliments est fortement, dans le futur, bien, est fortement atteinte. Donc, mais il y a d'autres choses qui viennent dégrader les sols et ce n'est pas seulement l'occupation. On va revenir. Donc, quelques mots sur certains éléments donc, de cette cible. On parle de pratiques agricoles résilientes. Des pratiques agricoles résilientes, ça veut dire quoi? Donc, qui peuvent, entre autres, résister au changement, qui possèdent en elles les caractéristiques pour résister au changement. Si vous parlez à des généticiens, par exemple, bien, ils vont tous vous dire que la clé de l'adaptation, c'est la diversité. Hein? Puis dans les sociétés humaines, on pourrait dire la même chose. Donc, c'est la diversité qui nous permet de nous adapter à des conditions diverses. Et face à des changements climatiques, aux changements climatiques qui sont appréhendés, bien, cette capacité de nous adapter va devenir très, très importante. Et comment s'adapter? Bien, on se rend compte que pour que des systèmes agricoles soient capables de s'adapter à des conditions changeantes, bien, il faudrait peut-être qu'ils soient moins artificiels qu'ils sont actuellement. Hein? On ne réalise peut-être pas, là, mais nos systèmes agricoles sont complètement artificialisés comparativement à ce qu'on trouve en pleine nature. Allez voir une forêt, regardez la diversité des plantes qu'on y retrouve, que ce soit les herbacées ou les arbres, la diversité animale. Puis regardez un champ de maïs à côté. Bien, un champ de maïs, il y a une espèce végétale sur une très grande superficie. Et c'est tellement artificiel que pour pouvoir réussir à nourrir ce maïs, bien, il faut ajouter des engrais.
ce qu'on ne fait pas dans une forêt tropicale humide où le cycle de la matière organique se fait vraiment autrement. Puis il faut, comme il y a juste un beau garde-manger pour un même insecte, bien, il faut lutter contre cet insecte-là qui découvre cet immense garde-manger sur des hectares, juste du maïs, puis c'est ça que j'aime, le maïs. Donc, il faut lutter contre lui avec des insecticides, alors que dans un système qui est moins artificialisé, bien, on aurait des prédateurs de cet insecte, etc. Donc, il faut trouver des systèmes qui permettent des pratiques agricoles donc plus résilientes. Et ça, bien, sans les nommer, et là, il y a quand même un gros défi. C'est des pratiques qu'on pourrait qualifier d'agroécologiques. On parle de plus en plus d'agroécologie maintenant, c'est-à-dire d'avoir des systèmes qui épousent un peu mieux les équilibres écologiques naturels, tout en étant productifs. On reconnaît la nécessité de produire. On est quand même plusieurs milliards de personnes sur la planète. Beaucoup souffrent de la faim, donc il faut produire. Mais si on ne le fait pas en respectant certains équilibres écologiques, bien, on risque de tout perdre à un moment donné. Nos sols et le reste. Donc, l'agroforesterie, c'est une photo ici, là, arbres et culture. C'est une de ces pratiques agroécologiques qui permettent une durabilité de la production en maintenant, entre autres, la fertilité du sol. Bon, j'en perds peut-être certains d'entre vous quand on parle de qualité du sol, mais un sol, hein, c'est pas comme un mur ici, là, c'est pas compact, ça a une porosité, ça a une aération, il y a une vie microbienne dans un sol, il y a toutes sortes d'interactions écologiques entre toutes sortes de micro-organismes qui jouent toutes sortes de fonctions dans l'écosystème. Donc, c'est extrêmement complexe et c'est cette complexité-là qui est à la source de la productivité. Bon, on dit aussi que ces pratiques doivent contribuer à la préservation des écosystèmes. Hein, ça vient d'un constat, nos écosystèmes se dégradent. On a des graves problèmes de déforestation, de désertification dans certains lieux, même si le Canada s'est retiré de la Convention sur la désertification pour quelques dizaines de milliers de dollars. Bon, il reste qu'il y a un problème de désertification qui est extrêmement important. Et on reconnaît donc cette nécessité de préserver les écosystèmes. Parce que, bon, on a une dégradation des terres, on assiste, donc, je le disais, à la sécheresse, à la désertification, à la déforestation, à la destruction d'écosystèmes. Et l'agriculture est en partie responsable de ces problèmes, mais elle pourrait aussi, on s'en rend compte maintenant, avoir un rôle clé à jouer dans leur préservation si on pratique cette agriculture de certaines façons, en ne la faisant pas n'importe comment, mais en essayant de faire en sorte que les pratiques agricoles soient durables. Hein, et durable, on parle pas juste donc d'une saison de culture, mais on pense à nos enfants, nos petits-enfants, etc. Et là, on rejoint des conceptions, certaines conceptions autochtones qui sont du type que bien, la terre ne nous appartient pas. Hein, on n'hérite pas la terre de ses parents, on l'emprunte à nos enfants. Donc, ça veut dire qu'on devrait rendre la terre au moins comme on l'a eu. Et en agriculture, bien, il n'y a rien de plus vrai que ça. Donc, on parle aussi donc de renforcer les capacités d'adaptation au changement climatique. J'en ai parlé tout à l'heure, d'améliorer la qualité des terres et des sols. Je ne reviendrai pas là-dessus pour pas trop m'étendre. Dernière cible, biodiversité. Bon, il y a des éléments qui concernent la biodiversité dans d'autres cibles également. En agriculture, c'est particulièrement important. Ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est qu'on a une érosion de la diversité génétique et c'est ce dont on tient compte dans cette cible où on dit qu'il faut préserver la diversité génétique des semences, des cultures et des animaux d'élevage ou domestiqués et des espèces sauvages apparentées. Pourquoi les espèces sauvages apparentées? C'est parce qu'elles ont un patrimoine génétique des fois qui pourrait peut-être servir à nos espèces cultivées et qu'on a un peu occultées au cours des dernières décennies. Puis on dit, y compris au moyen de banques de semences et de plantes bien gérées et diversifiées au niveau national, régional et international. Puis d'une part, et d'autre part, favoriser l'accès aux avantages que présente l'utilisation des ressources génétiques et du savoir traditionnel associé et le partage juste et équitable de ces avantages, ainsi que cela a été décidé à l'échelle internationale. Bon, qu'est-ce qu'il y a à tirer de tout ça? Bien, d'abord, je reviens au constat. Hein? On parle de préserver la diversité génétique. Depuis quelques décennies, il y a 3/4 de la diversité des cultures qui a disparu des champs des agriculteurs. Puis en fait, sur un potentiel de 30 000 végétaux comestibles
Et on en redécouvre, hein, certains, on redécouvre un peu de diversité à l'échelle locale, mais disons que le constat des dernières décennies, c'est que sur un potentiel de 30 000 végétaux comestibles, il y en a 9 seulement qui assurent 75 des besoins alimentaires de la population mondiale, donc particulièrement énergétiques. En fait, bon, on pourrait parler des 4 plantes principales. C'est quoi les 4 plantes principales, peut-être, dont on se nourrit à l'échelle planétaire? Le maïs, le blé, le riz et la pomme de terre. Donc, vous avez les 4. Et ces 4-là comptent, vous savez, pour combien de l'apport énergétique? 60 de l'apport énergétique mondial vient de 4 cultures. Donc, ce qui nous rend quand même particulièrement vulnérables. Et, bon, peut-être que pour 1 an ou 2, ça va aller, mais si on pense à une échelle plus longue, ça entraîne une certaine vulnérabilité. Or, ce qu'on constate aussi... Bon, voilà, donc, bon. Ce qu'on constate aussi dans cette dernière cible, on parle... Et là, je trouve ça intéressant parce je trouve qu'on est un petit peu ambigu ou qu'on ne va pas très loin. Ça doit être dans les négociations dont Mme Stanton-Jean nous parlait tout à l'heure, qu'on est arrivé à ça. On parle de favoriser l'accès aux avantages. Bon, ça, c'est le français. Je pense qu'on dit benefits en anglais, mais aux avantages que présente l'utilisation des ressources génétiques et du savoir traditionnel associé, puis le partage juste et équitable de ces avantages. Donc, moi, la façon dont je le lirais, c'est plus que... Donc, quand on parle des avantages, ce serait de pouvoir avoir accès à des semences génétiques améliorées, par exemple, de faire en sorte que les paysans les plus pauvres de la planète puissent avoir accès à tout ça. On ne parle pas vraiment de dire qu'on leur donne le droit de réutiliser leurs semences, d'échanger leurs semences entre eux, de prendre des semences qu'ils ont reçues d'un oligopole et puis de les replanter l'année suivante. On parle juste qu'ils aient accès à ces avantages. Et ces avantages sont vus plutôt, je pense, de façon biotechnologique, même si on dit qu'il faudrait partager ça de façon juste et équitable. Et je pense que c'est important de le souligner parce que, bon, qui est à la source des semences qu'on a actuellement? Qui ont été les découvreurs du maïs, du riz, de la pomme de terre et tout ça? Mais c'est des paysans. Et c'est des paysans et des paysannes des pays les plus pauvres de la planète qui ont pris des plantes sauvages, qui les ont domestiquées et qui petit à petit en ont fait des plantes, des plantes alimentaires, qui ont mis leur savoir à la disponibilité de tous. Par la suite, on a des institutions publiques, des universités, des ministères qui ont continué à faire de la recherche pour avoir des semences améliorées, qui ont mis ce savoir à la disponibilité de tous. Mais maintenant, depuis quelques années, on est dans une dynamique où une entreprise ajoute un gène à tout ça et dit, bien, tout ça, ça m'appartient maintenant. Il y a ce gène, c'est moi qui ai découvert le gène, et donc ce patrimoine m'appartient. Et puis, on a un système qui fait en sorte que, bien, il faut avoir accès à cette variété-là, sinon on ne peut pas fonctionner nécessairement dans le système. Donc ça, évidemment, dans les ODD, on n'en parle pas vraiment. Donc, petite conclusion. Bon, je pense que on me dit que je suis un peu long peut-être. Donc, les ODD, quand même, partent d'un double constat. Je pense que ce qui est intéressant, entre autres, c'est qu'on essaie d'envisager conjointement les questions alimentaires et les questions agricoles. On essaie de le faire dans un effort assez systémique, c'est-à-dire qu'on évalue, on regarde à la fois les impacts sociaux et environnementaux, parce que les systèmes dans lesquels on travaille actuellement ont des impacts très importants au plan social, par exemple, sur la faim, la malnutrition, la pauvreté rurale, et au plan environnemental, sur la dégradation des terres et l'érosion de la biodiversité, entre autres. Et les 5 cibles qu'on a traitent de différentes façons de ces problèmes sociaux et environnementaux qu'on observe. Et donc, je pense qu'on fait véritablement un double constat dans ces ODD, celui de l'iniquité et celui de la non-durabilité de nos systèmes. Donc, on adopte quand même l'objectif 2 a le mérite de considérer conjointement santé humaine, qualité de l'environnement et justice sociale dans un effort quand même de pensée que je qualifierais de systémique. Bon, maintenant, rapidement, ici, je vais être plus rapide parce que ce n'est pas ma spécialité. Je suis pas économiste. Et quand on parle des moyens de mise en œuvre, bien là, on parle beaucoup d'argent, même si on ne devrait pas parler seulement d'argent, parce que les coalitions d'acteurs, par exemple, c'est des éléments importants.
Les aspects institutionnels, les questions de gouvernance sont aussi importants. Pour ce qui est de l'objectif 2, on parle beaucoup d'investissement. Donc, on demande d'accroître, notamment dans le cadre du renforcement de la coopération internationale, l'investissement en faveur de différentes choses, de l'infrastructure rurale, des services de recherche et de vulgarisation agricole et de la mise au point de technologies et de banques de gènes de plantes et d'animaux d'élevage. Tout ça afin de renforcer les capacités productives agricoles des pays en développement, en particulier des pays les moins avancés. Donc, je pense que c'est un élément important. Je veux souligner qu'on parle de l'infrastructure rurale, des services de recherche agricole, des services de vulgarisation agricole qui ont été particulièrement affectés à la faveur des restructurations, des politiques de restriction budgétaire qui ont été adoptées, mais aussi que le besoin d'investissement est vraiment massif. Bon, je ne suis pas le premier à l'affirmer ici, mais les besoins pour régler tout ce qu'on veut régler sont quand même extrêmement importants. Deuxième moyen, le commerce international. Bon, là, c'est vraiment pas ma spécialité. On parle de corriger et prévenir les restrictions et distorsions commerciales sur les marchés agricoles mondiaux, y compris par l'élimination parallèle de toutes les formes de subventions aux exportations agricoles et de toutes les mesures relatives aux exportations aux effets similaires, conformément au mandat du cycle de développement de Doha. Donc, certains vont se demander c'est quoi ce cycle de développement de Doha. Et je pense que c'est assez intéressant que ça apparaisse là. Intéressant, peut-être pas dans le sens, pas nécessairement dans un sens favorable, mais intéressant parce que en faisant ça, j'ai l'impression qu'on reste un peu dans une même perspective de, je dirais, d'un paradigme, le développement par le commerce international, si on veut. Donc, c'est comme ça qu'on va atteindre le développement. Puis pour ça, mais ça prend peut-être une petite perspective historique. Puis là, nos économistes me corrigeront si j'ai tort, parce que ça se peut que je me trompe. Mais disons qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, les économies des pays qui deviendraient des pays développés ont senti le besoin de soutenir, entre autres, leur production agricole et ont adopté des politiques de soutien agricole. Puis, plus tard, par la suite, il y a des gens qui ont voulu revoir un peu certaines choses. Il y a eu, entre autres, des négociations de l'Uruguay Round en 1994, la création de l'OMC par la suite, qui avait comme objectif de lutter contre certaines distorsions commerciales et, entre autres, qui visait à réduire le soutien à la production, diminuer les droits de douane et les subventions à l'exportation notamment. Donc, les pays en développement ont été beaucoup encouragés à développer les grandes cultures d'exportation pour lesquelles ils disposent d'un avantage comparatif. Hein. C'est toute l'idée d'utiliser notre avantage comparatif. Et je veux juste souligner que ces avantages comparatifs pouvaient être intéressants, entre autres, dans un contexte où l'énergie n'était pas un problème, la pollution n'est pas un problème non plus. Et peut-être que dans quelques années, la question se posera autrement. Si ça coûte 10 fois plus cher pour faire venir nos pommes de Chine, par exemple, bien, peut-être, puis que ça cause des problèmes environnementaux, que ça émet des gaz à effet de serre, mais peut-être ça deviendra plus intéressant d'encourager la production locale. Et donc, quand on parle de soutenir les circuits courts, les productions locales, bien, c'est pas seulement une question, c'est pas une question en l'air, et si, pour certains, ça apparaît pas si important que ça aujourd'hui, bien, je dirais peut-être que dans quelques années, on verra ça d'un autre œil et ça paraîtra encore plus important. Quoi qu'il en soit, les pays ont été encouragés à cultiver les cultures d'exportation. Et je ne vous apprends rien, en Afrique, beaucoup se sont lancés. Certains pays ont été plus, on pourrait se dire, plus intelligents, entre guillemets, que d'autres. En Côte d'Ivoire, par exemple, on s'est dit, on ne fera pas seulement une culture d'exportation. Donc, on a fait du cacao, du café, de la palme, de l'ananas, du coton, etc. Toutes des cultures qui ont subi des problèmes, qui ont subi des diminutions des cours par la suite. On avait diversifié, mais dans une seule sphère, qui est celle des cultures d'exportation. Et ça fait qu'on a eu une spécialisation dans un nombre limité de produits, au détriment souvent des cultures vivrières. Et vous voyez tout de suite le lien avec la faim, ce qui rend aussi vulnérable face à la volatilité des prix, ce que je voulais souligner avec l'exemple de Côte d'Ivoire, et qui a souvent eu comme effet qu'à l'échelle nationale, on a une offre alimentaire qui est souvent insuffisante et inadaptée. Et ce qui est quand même troublant, c'est qu'en quelques années, les pays en développement sont passés d'exportateurs nets à importateurs nets. Donc,
Dans les ODD, on prend un peu constat de ça. On parle du cycle de développement de Doha, en fait, qui est le dernier cycle de négociation commerciale entre les membres de l'OMC, où on voulait améliorer l'accès des pays en développement au marché des pays développés et réduire le soutien à l'agriculture et aux exportations. Bon, c'est intéressant, mais là, on est toujours dans cette idée. On tourne toujours autour du commerce international. On parle de ces restrictions commerciales. Il y a de nombreux obstacles au commerce qui existent toujours. Il y a beaucoup de distorsions commerciales parce que les pays développés soutiennent largement leur production nationale, subventionnent leurs exportations. Mais je dirais qu'on s'intéresse toujours au problème du commerce international qui est vu comme celui qui va apporter le développement. Puis on ne s'intéresse pas vraiment aux obstacles de l'autonomie alimentaire des pays ou des régions ou de certains peuples autochtones, de certaines minorités ethniques, etc. Donc, voilà pour ce deuxième moyen. Pour le troisième moyen, on parle du fonctionnement des marchés. Donc, on parle d'adopter des mesures qui visent à assurer le bon fonctionnement des marchés de denrées alimentaires et des produits qui en sont dérivés et de faciliter l'accès rapide aux informations relatives au marché. On a parlé de moyens tout à l'heure, comme la téléphonie cellulaire, puis y compris les réserves alimentaires afin de contribuer à limiter la volatilité des prix, des denrées alimentaires. Et je veux simplement vous rappeler ici que tout ça résulte sans doute beaucoup de la crise de 2008 avec la hausse du prix des denrées de base qui a entraîné une crise alimentaire majeure. Mais il n'y a pas seulement le bon fonctionnement des marchés, dit comme ça, là, qui est responsable dans la volatilité des prix. Qu'est-ce qu'on peut retrouver aussi qui serait responsable de cette volatilité? Des exemples? Spéculation. C'est tout? Vous avez faim? Des crises environnementales. Oui. Des crises environnementales importantes. L'utilisation de produits agricoles à d'autres fins, par exemple l'éthanol avec le maïs. Oui, donc production d'agrocarburants. Vous savez que 40 de la production de maïs aux États-Unis est destinée à la production d'éthanol, donc pour tanker nos chars, si on peut dire. Oui, pardon? La production de soya. Oui, oui. Donc, c'est des éléments importants. Puis là, comme je vous le dis, bon, je ne suis pas économiste, moi non plus. Je fais que rapporter ce que certains en disent. Donc, évidemment, pour expliquer la volatilité des prix, il y a des facteurs internes au système alimentaire qui sont liés à l'offre et la demande. Il y en a d'autres qui sont externes aussi, dont les tensions provoquées par les agrocarburants, la flambée du prix du pétrole, les politiques commerciales des États, la spéculation financière, etc. Mais tout ça, donc, entre autres, veut dire que les famines actuelles sont souvent bien davantage liées à des facteurs politiques ou économiques qu'à des questions liées directement à la production agricole elle-même. Donc, si on revient brièvement sur l'objectif 2, donc on voit, je pense que c'est vraiment très important que ça fait la promotion de la petite agriculture, mais ça ne fait pas nécessairement écho à certaines revendications qui sont au cœur de plusieurs luttes paysannes. On peut parler de Via Campesina, par exemple. Puis ça passe sous silence divers problèmes structurants. Vous en avez nommé certains tout à l'heure. On ne parle pas, par exemple, de droit à l'alimentation. Donc, certains États, comme les États-Unis, s'opposent beaucoup au droit à l'alimentation. Donc, ne voient pas du tout ça comme un droit. On pourrait y revenir, mais ce serait un autre sujet. Les questions de souveraineté alimentaire non plus ne sont pas vraiment abordées de front. La question d'accaparement des terres non plus, même si on parle d'accès à la terre. La question des agrocarburants non plus, qui prennent de plus en plus de place. Le rôle des oligopoles aussi. Et la spéculation financière, par exemple. Et pour terminer, je veux juste en mentionner deux d'entre eux, les questions de souveraineté alimentaire. Donc, juste pour vous dire, c'est quoi? Selon le Forum mondial sur la souveraineté alimentaire, c'est la capacité et le droit d'un peuple de définir ses propres politiques et stratégies durables de production, de distribution et de consommation d'aliments. Donc, on parle de système alimentaire, pas seulement de production. Donc, ça veut dire la production, la distribution, jusqu'à la consommation d'aliments qui garantissent le droit à l'alimentation à toute la population sur la base de la petite et la moyenne production. Et puis, il y a aussi la question, donc, de dépossession paysanne du patrimoine semencier. Donc, je vous disais le rôle que les paysans ont pu jouer. Donc, on a observé entre 1996 et 2008, par exemple, une concentration très importante du patrimoine semencier. Donc, ça, c'est toutes les acquisitions qui ont eu lieu par certains grands groupes.
Vous savez sans doute que les 10 plus gros semenciers, on les voit ici, contrôlent à peu près 3/4 du marché des semences. Et si on prend seulement 2 ou 3 d'entre eux, bien, c'est plus de la moitié du marché des semences qui est contrôlé par 2 ou 3 grands semenciers. Donc, c'est important. Et en vertu de certains accords bilatéraux ou autres, par exemple, l'accord de libre-échange entre la Colombie et les États-Unis, bien, il y a des semences qui sont détruites parfois, comme on peut le voir sur la photo, parce qu'elles ne respectent pas les termes des échanges. Et vous avez tous entendu parler de l'histoire de ces paysans ou ces agriculteurs qui doivent jeter leurs semences parce que, supposément, elles appartiendraient à des droits, à d'autres droits, à des droits privés. Donc, je termine là-dessus en disant que dans cette ODD, il y a quand même, si je synthétisais différents éléments importants, d'abord le fait qu'on reconnaît la sécurité alimentaire et nutritionnelle plutôt qu'exclusivement la faim. On note aussi l'importance de systèmes de production durable, mais aussi de systèmes alimentaires globalement durables, même si on fait peu de choses peut-être pour intervenir sur ce système alimentaire. On pense à tous aussi, particulièrement aux plus démunis, donc aux petits exploitants, aux femmes particulièrement. Évidemment, donc, pour ça, comme ça a déjà été souligné, il faudra des politiques appropriées et de l'argent pour les mettre en œuvre, donc ce qui pourrait tempérer l'enthousiasme. Mais en même temps, et là, je répète ce qu'on a déjà dit, je pense qu'un ODD comme celui-là, ça peut avoir un effet mobilisateur. Il y a plusieurs acteurs qui peuvent s'emparer de ça pour les appuyer dans leurs actions. Donc, merci beaucoup de votre attention.